Bonjour Louis, sois le bienvenu à notre podcast. Bonjour Sabine. Bonjour, est-ce que déjà tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, tout à fait. Donc, je suis Louis de Bonnecase, cofondateur et CEO de Intercellar, une plateforme qui mêle les grands vins et spiritueux et le Web3. On y reviendra après, je vous expliquerai en détail. Et donc, je jongle entre ces deux univers depuis quelques années, puisque j'étais négociant en vin pendant 7 ans. J'ai commencé en 2015. En 2018, j'ai commencé à intégrer les crypto-monnaies en guise de paiement pour vendre des grands crus. C'était le premier step. J'ai ensuite créé une collection avec mes associés de NFT liés à un membership, un club dans le vin qui s'appelle Wine Bottle Club. Et aujourd'hui, donc Intercellar, cette plateforme que je vais vous détailler juste après. Merci beaucoup. Mais avant de débuter ce podcast, d'entrer dans le vif du sujet d'Intercellar, nous avons reçu Laurent David, comme tu le sais, copropriétaire du Château Edmus. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est au niveau de son programme de NFT des allocataires? Ouais, tout à fait. Alors, Laurent David est l'un des exemples de châteaux ou de marques de vins spiritueux qu'on accompagne. En l'occurrence, c'est le dernier. D'ailleurs, sur le site intercellar.io, il y a encore sa vente qui est en cours. Le système est assez simple. En fait, il y a sur certaines grandes propriétés, alors grandes par la rareté, mais justement pas par la production, donc les petites propriétés confidentielles plutôt haut de gamme, en fait, sont obligées d'allouer une partie de leur production à certaines personnes. Et en fait, ça se fait aujourd'hui de manière très archaïque. Par exemple, la Romanée Conti tient ses listes d'allocataires sur un tableau Excel. Et Laurent David est le premier à utiliser la technologie des NFT. Donc, il a créé un club, le Club Edmus, avec 3 cartes différentes. Les 2 plus prestigieuses sont sold out, d'ailleurs, pour l'instant, à l'heure où je vous parle. Il en reste de la plus petite carte. Et en fait, ça va permettre d'avoir des allocations et de suivre pour lui, de son côté, les allocataires d'une année sur l'autre. Et donc, c'est un système qui est révolutionnaire. Et c'est pas étonnant que ce soit lui qui l'ait lancé, puisque c'est un ancien cadre de chez Apple, qu'il est également président de la WineTech, qui est une association de plus de 130 sociétés à cheval aussi entre la tech et le vin. Et il est évidemment copropriétaire du Château Edmus, qui est un Saint-Émilion Grand Cru, qui va être le premier à être totalement distribué sous forme de NFT. Donc, il y a les NFT de ses cartes de membres, et chaque bouteille également représente un NFT. Et donc, voilà, toute la production de son 2017, donc c'est-à-dire un peu plus de 2000 bouteilles, et distribuée par ce biais-là. Donc la boucle est bouclée parce que en fait, quand on avait, fait le podcast avec Laurent David, on était, juste avant, son drop et Oui. vous avez déjà bien évidemment parlé de votre partenariat, avec vous, avec Intercellar et là aujourd'hui, bah, c'est toi qui nous parles de Laurent Edmus et de Laurent Edmus, le lapsus de Laurent David, Château Edmus et bien sûr, j'ai vu que les Jéroboam et Balthazar étaient toutes sold out. Il me semble que c'est Jéroboam et Balthazar. C'est Oui, la. tout à fait. Voilà. Et Ouais, il reste encore quelques bouteilles pour la première carte. c'est ça. Donc, les premières qui sont sold out donnaient accès à des allocations de 24 et 12 bouteilles. Il reste des petites cartes d'allocataires pour 6 bouteilles. Au total, là, sur les 2000 bouteilles, on en a vendu plus de 1300, 1400, je n'ai pas les chiffres exacts. Donc, ça fonctionne très bien. Et voilà, c'est vraiment finalement l'archétype du vigneron qui essaye de digitaliser sa winery. Et je trouve que c'est vraiment génial. On reviendra après sur Intercellar. Et on a lancé beaucoup de projets qui sont plus des proof of concept. Et là, Laurent David, il y va à 100%, et je trouve ça génial de prendre ce risque-là, parce que les vins seront distribués très certainement de cette manière-là demain. Oui, c'est vraiment un super accueil. Et quand j'ai vu que c'était sold out, bah, j'étais contente. C'était chouette. Mais finalement, quel a été à toi le déclic pour réaliser cette fusion du vin et des crypto-monnaies finalement? C'est quoi qui a fait que tu as voulu faire ça? Alors, le déclic, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, j'étais négociant. Et en fait, donc, je travaillais sur les marchés export, notamment en Asie, puis aux États-Unis. Et en fait, moi, j'étais tout jeune dans le milieu, et je me heurte à ce moment-là à beaucoup de clients à l'international qui me disent: non, mais je travaille déjà avec un tel, un tel, un tel. Et je me dis: bon, va falloir que je trouve une solution et que je trouve des nouveaux clients, sinon ça va être compliqué. Et donc là, on est plutôt fin 2017. Oui. Moi, à titre perso, j'avais un peu investi dans les bitcoins, etc. Et je me dis, bon, bah, il y en a certainement qui ont investi plus tôt, qui ont des moyens du coup d'acheter les belles choses, soit pour tout simplement profiter en fait de leur retour sur investissement, de leur investissement en bitcoin,
soit pour diversifier leur portefeuille, parce que le vin et les grands spiritueux peuvent faire office d'investissement alternatif. Et donc, j'ai été le premier au sein de ma boîte de négoce en 2018 à créer un site qui vendait des vins en crypto-monnaie. Et ça a très bien fonctionné. On a vendu dans plus de 30 pays. Aujourd'hui, j'ai vendu mes parts dans cette société parce que il fallait en fait que j'aille plus loin dans la démarche. Et c'est là en fait que voilà, on a commencé à créer un club, donc les communautés, qui se prêtent très bien au vin et au Web3, et puis Intercellar aujourd'hui. Oui, le sujet de la communauté, enfin, c'est quelque chose de primordial au sein de l'écosystème du Web3, tout comme l'authenticité et la certification. Et justement, par rapport à Intercellar, l'industrie du vin, comme celle du luxe, en fait, repose sur des siècles de tradition. Je fais le lien entre tout ce qui est produits de luxe et vin et spiritueux. Et Ouais. comment Intercellar et Wine Bottle Club parviennent-ils à fusionner tradition et innovation grâce finalement à la blockchain? Alors, c'est une bonne question, parce que justement, c'est vraiment la trame de fond, puisque le monde des grands vins et également aussi celui des spiritueux, c'est certainement la dernière industrie du luxe dans laquelle il n'y a pas de contact direct entre la marque et le consommateur. Quand tu vas chez Aston Martin, chez Louis Vuitton ou chez Rolex, la marque est en contact direct avec son consommateur. C'est pas le cas dans les vins et spiritueux. Si tu vas dans un grand château comme Cheval Blanc, par exemple, tu peux pas acheter du vin à la propriété. Il y a tout un système d'intermédiation qui, attention, est très utile, en tout cas pour certains, comme les négociants qui vont être des logisticiens, etc. Mais la blockchain va avoir tendance, en fait, à réduire les intermédiaires et à rendre une certaine souveraineté aux marques. Je reviendrai dans le détail sur le concept en lui-même, mais en fait, l'idée, c'est d'adosser derrière chaque bouteille un jumeau numérique de la bouteille. Et ça permet énormément de choses parce que sur notre plateforme, la marque, elle va pouvoir avoir une visibilité sur les données de distribution, elle va pouvoir potentiellement récupérer des royalties. Et donc, il y a toute une révolution là-dessus. Et sur l'aspect communautaire, celui par lequel tu avais introduit la question, donc Wine Bottle Club, là, en fait, c'est utiliser la technologie des NFT pour lier les gens autour d'un club et leur donner des avantages. Parce qu'en effet, dans le Web3, bah, tu le sais bien, la communauté est extrêmement importante. Mais dans les vins spiritueux, elle l'est tout autant. C'est très identitaire, les vins spiritueux. Si on prend l'exemple du cognac, par exemple, pour la communauté afro-américaine, si on prend certaines marques précises, comme Château Giscourt, par exemple, sur le continent africain, ou Château Talbot chez les Coréens, ou il y a plein d'exemples comme ça, l'Irish Whisky pour les WASP, etc. Donc il y a vraiment cette fusion des deux, et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, on utilise la blockchain pour résoudre les problèmes de distribution. Donc là, c'est Intercellar en tant que tel, avec une bouteille égale un jumeau numérique, et aussi un système de club. On l'avait fait avec Wine Bottle Club, on le fait avec le club Edmus, et il y a beaucoup d'autres châteaux et marques qui souhaitent faire des clubs pour fidéliser en fait leur clientèle. D'accord. Donc moi, si je comprends bien, cette communauté, va avoir des centres d'intérêt communs et j'imagine que, par rapport, aux catégories qui aiment certaines typologies de vins ou de spiritueux, ça permet peut-être de leur faire découvrir, d'autres expériences, d'autres, vins bah, comment dire? Des vins qu'ils n'appréciaient pas forcément, mais de leur faire des expériences différentes grâce à ce club. Je sais pas si je Bien suis sûr, non, non, mais c'est ça, mais alors la donnée, en fait, elle va même parfois au-delà du vin. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu, dis-moi ce que tu as dans ton wallet et je te dirai qui tu es. Et en fait, en fait, voilà, on peut savoir qui est son client sans forcément, voilà, le connaître, etc. Et pouvoir lui proposer des produits ciblés. Donc, ça révolutionne aussi quelque part un petit peu le monde de la publicité. Et d'autre part, en fait, surtout pour la fidélisation, c'est très important. Parce que, par exemple, tu peux déterminer en fait des automatisations. C'est là que la blockchain intervient. Parce que pour faire un club, il n'y a pas besoin de blockchain. Mais par exemple, j'ai un site web, je veux faire en sorte que, je ne sais pas, un acheteur qui ait ma carte de membre ou alors autre chose, un acheteur qui a acheté mes vins sur 3 années successives, je vais lui donner un discount. Et en fait, tout ça est automatisé grâce à la blockchain. Et en fait, la lecture des wallets se fait automatiquement et on peut donner des avantages comme ça. Super, c'est intéressant et justement pour faire encore le lien avec les maisons de luxe, bah, sont connues, pour offrir des expériences, clients exceptionnelles. On a cité des marques, tout à l'heure et comment Intercellar et One Bottle Club finalement, cherchent à faire de même? Quel est le lien entre la plateforme Intercellar et One Bottle Club? J'ai vu que vous aviez créé un club, Genesis à la base, à la source qui donnait des accès, des avantages. Pour moi, on est vraiment sur un parallèle d'expérience, des marques de luxe.
mais sauf qu'on est, tu l'as cité tout à l'heure, dans un CRM 3.0 avec des expériences différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous donner des exemples de ce type de programme de fidélisation? Bien sûr, alors en fait, donc Wine Bottle Club, finalement, c'était la première pierre à l'édifice. C'est une première communauté qui est notre première communauté originelle, en fait, Genesis, du coup. Et aujourd'hui, en fait, avec Interstellar, notre objectif, c'est de faire exploser cette communauté par, en fait, l'agrégation de plein de communautés différentes. Et en fait, ça vient par l'animation des marques elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, sur Interstellar, on va proposer aux marques donc, de lancer des produits et d'y adosser en fait des expériences qui vont permettre d'aller au-delà du produit en lui-même. Je m'explique. Les marques aujourd'hui, donc pour citer des exemples qu'on a lancés récemment, comme Château Smith Lafitte, qui est un grand cru classé euh, de Grave, qui d'ailleurs a été visité récemment par le roi d'Angleterre quand il est venu en France, classé également cinquième au World Best Vineyard, donc des grands crus. Ils ne proposent pas que le vin en tant que tel. Il y a aussi une expérience touristique. Il y a, donc chaque marque a des choses à raconter. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est les mettre en avant, les pousser en fait à rajouter des avantages finalement au-delà du simple vin. Et ça permet en fait d'avoir une connaissance globale de la marque. Parce qu'aujourd'hui, les marques souffrent de ça dans le système un peu avec le négoce, c'est que la marque devient finalement uniquement une ligne sur un tableau Excel. Et les négociants ont beaucoup en fait de propriétés à mettre en avant. Et le Web3 permet, au travers aussi de certaines techniques de marketing sur les réseaux sociaux, etc., de mettre en avant la marque en tant que telle, mais l'ensemble de la marque, pas que son vin. Et comment vous avez fait? Parce que là, tu cites vraiment des beaux, des grands, crus, pour avoir un peu lu, tout ce que vous faisiez. Je vois que vous aviez eu des Saint-Émilion, des châteaux, Gruau, château Pape Clément, château Cheval Blanc. Comment en fait, tous ces vignobles ont accepté de faire partie de cette aventure sur Interstellar? Mais en fait, c'est un peu crescendo, c'est-à-dire que c'est un système de confiance. Euh, Ça fait longtemps, comme je le disais, que je travaille moi dans le milieu du vin et des spiritueux et du Web3 également. Et en fait, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'au début, il y a quelques années, on me regardait avec des grands yeux en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il veut vendre des vins avec des crypto-monnaies. Et puis finalement, et c'est en fait en parlant au château des avantages qu'ils ont à travailler avec nous, notamment donc la visibilité sur leur distribution, la possibilité de tracer leurs bouteilles, c'est très important au niveau des contrefaçons. Une empreinte écologique sur le marché secondaire qui est moins importante, parce qu'un grand vin, en moyenne, il est échangé 6 à 7 fois avant d'être consommé, qui est le but principal, hein, qu'il soit consommé, mais il y a un marché secondaire. Et on ne peut pas le nier. Et en fait, quand la bouteille physique bouge d'un endroit à un autre, déjà, elle s'abîme, et en plus, l'empreinte écologique est mauvaise. Donc c'est en fait en listant tous ces avantages que finalement les marques commencent à nous faire confiance. Et puis on a commencé à lancer les premières collections avec Malartic La Gravière, par exemple, qui est un super château. On a fait 150 Magnum. Ensuite, on a enchaîné avec le Champagne Carbone, qui est une fournisseur officielle de la Formule 1, et notamment en partenariat avec Bugatti et Lamborghini. Et de fil en aiguille, les marques nous font confiance. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir un, un planning de drop, donc de vente de marques, qui est booké jusqu'en février. Et ça nous permet aussi d'être sélectifs sur les châteaux qu'on va lancer. C'est intéressant parce que dans un début où c'était difficile, j'imagine, où c'était donc, comme tu le disais, à toi de convaincre les vignobles de venir sur ta marketplace. Aujourd'hui, j'ai mis l'hypothèse que c'est l'inverse. Ce sont les vignerons eux-mêmes peut-être qui viennent te voir pour pouvoir faire des lancements de drop. Et je trouve que dans une économie actuelle où on parle de la mort des NFT, du Web3 et de la blockchain, ça a tellement de sens ce que vous faites concernant cette empreinte carbone, cette traçabilité, cette notion de contrefaçon, parce que nous, on est en France, mais quand on parle de la Chine, de l'Inde, où il y a tous ces vignobles aussi qui se développent, ça permet vraiment de voir qu'on est sur un vin de telle origine, de tel vignoble, de tel endroit, etc., en fait. Ouais, tout à fait. C'est un use case qui a presque été dessiné pour le vin, parce que le vin, en fait, alors, en tout cas, dans notre cas, ça s'y prête très bien, des vins à forte valeur ajoutée, Oui. avec une durée de vie qui est quand même relativement importante, et les vins vont se bonifier avec le temps, et un marché secondaire qui est actif. Bah, c'est trois éléments qui permettent en fait d'avoir un use case qui est parfait pour les NFT. Et en effet, bah, ça permet de dynamiser aussi ce marché du vin et des spiritueux, qui, je le rappelle, est la deuxième balance excédentaire à l'export en France après l'aéronautique. Donc, c'est un très gros marché. C'est entre 15 et 18 milliards d'euros en France. Et le marché Internet aussi, qui est en train d'exploser. Par exemple, pour le vin, ça représente aujourd'hui 600 millions d'euros de chiffre d'affaires.
quand c'était 500 il y a quelques années, et ça va être 800 pour les projections en 2025. Donc, il y a un vrai engouement, et c'est vrai que ça permet en fait d'avoir un use case parfait et de se dire, OK, les NFT qui au départ étaient communautaires, et puis après il y a eu des scams, etc., des NFT utilitaires, là on est vraiment dans ce qu'on appelle le phygital, donc adosser un NFT, un jumeau numérique, à un actif physique, et ça c'est vraiment génial. Merci. J'ai une question par rapport à la communauté. Comment est-ce que vous embarquez votre communauté? On avait ce sujet avec Laurent justement. Est-ce que tu es sur Discord? Est-ce que tu es sur Si? Et Laurent, il aimait pas trop Discord. Mais vous, comment vous, il nous expliquait qu'il avait un groupe WhatsApp et que pour le moment, il avait ça, mais qu'il était tout à fait ouvert à d'autres moyens de communication. Moi, j'ai vu que sur Discord, vous avez One Bottle Club. Comment est-ce que vous écoutez la communauté? Comment est-ce qu'elle est impliquée au sein de vos projets? Alors, il y a 2 questions en l'une, c'est comment on a fait et comment on implique la communauté. C'est 2 choses différentes, mais en fait, donc déjà, il y a des outils, spécifiques, en effet, comme Discord, par exemple, comme Telegram, Twitter qui est très corrélé au Web3. Mais en fait, je dirais que ce qui est important, et c'est, un petit peu l'apanage du Web3 aussi, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'on va se dire: «OK, on va lancer un Discord, mais finalement, nous, on est dans le vin également, et dans un milieu qui est quand même assez tradi. Donc Oui. c'est compliqué d'aller onboarder, des gens, du web 2 ou des gens plutôt classiques sur Discord. Donc on va faire évoluer en fait nos réseaux sociaux. Donc le maître mot pour moi, c'est ça en fait, c'est essayer d'avoir, le plus de canaux, de communication différents qui vont correspondre à notre communauté. Nous, en l'occurrence, c'est presque du web 2.5. On a une communauté qui est très geek, d'acheteurs, de collectionneurs, et cetera. Et on a une communauté beaucoup plus classique, plutôt d'acheteurs de vin, qui ont acheté leurs premiers NFT avec Wine Bottle Club ou Interstellar, avec nous. Et donc en fait, nous, on doit jongler entre les 2, et il n'y a pas en fait de recette miracle. C'est vraiment adaptabilité, et puis veille, c'est-à-dire regarder ce qui se fait sur les réseaux sociaux, et cetera, tout ce qui évolue. Et voilà un petit peu les conseils que je donne à des entreprises qui souhaitent, voilà, animer leur communauté. Il y a pas de recette miracle. Je suis d'accord, Discord, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais on doit se familiariser alors que, enfin bref. C'est pas très accessible. Non, non, mais c'est vrai, c'est pas très accessible. Pourtant, en fait, ça va, je pense, être de plus en plus accessible. On voit par exemple que des intelligences artificielles comme Midjourney, bah, c'est disponible que sur Discord, par exemple. Donc, Mmh, il va y avoir certaines évolutions, mais je suis d'accord que c'est pas accessible à tout le monde. Et non. nous, notre but, au-delà des réseaux sociaux, c'est sur Interstellar, en fait, faire en sorte que les gens, finalement, ne voient pas le Web3. C'est-à-dire qu'on essaye de pas forcément trop utiliser le mot NFT, plutôt jumeau numérique. On accepte les paiements en euros et pas qu'en crypto-monnaie. On va permettre aux gens de s'inscrire avec une adresse mail et pas avec un wallet. Donc tout est une question en fait de comment on habille en fait la mariée. Et nous, le but, c'est d'avoir la plateforme la plus accessible pour tout le monde. C'est vraiment ça aujourd'hui notre mission. La mass adoption, qui est également le cas de tout le Web3, qui souhaite aller toucher toutes les populations. Et c'est ça aujourd'hui la clé et l'objectif principal pour Interstellar. Je trouve que c'est intéressant par rapport à la manière dont vous onboardez vos clients, parce que tu disais que vous avez une diversité de clientèle, que ce soit des collectionneurs, des personnes de la crypto. Et là, en fait, avec le vocabulaire, et c'est un sujet qui revient à chaque podcast, le vocabulaire, c'est important. Comment acculturer les personnes à la notion de NFT? Est-ce qu'on doit créer un wallet? C'est quoi un wallet? Comment faire pour acheter sa crypto-monnaie? Et aujourd'hui, c'est vrai, en 2.5, si je veux utiliser ma crypto-monnaie, bah, c'est OK, je pourrais acheter ma bouteille de vin. Si je veux utiliser ma monnaie fiat également. Et finalement, ça, au lieu d'avoir des barrières à l'entrée, ça les ouvre. Et j'imagine qu'il y a un sentiment de fierté que d'avoir son premier NFT, son premier jumeau numérique, et que de le dire à ses amis, que je sois collectionneur, que ce soit un grand-père ou un père. Je trouve que c'est vraiment intéressant cette ouverture d'esprit que vous avez. Également, dans votre mode de communication, tu disais, on n'est pas figé sur Discord, on va là où notre communauté est. Et ça, je pense que c'est vraiment ça, hein, la réussite d'un projet, c'est de savoir écouter les clients, les potentiels clients, partager leurs valeurs et ne pas faire avoir sa feuille de route, justement, et pouvoir s'adapter. Tu parlais d'adaptabilité, s'adapter à ce nouveau marché. Et j'avais une question par rapport au métaverse. Oui. Aujourd'hui, les métaverses, c'est un nouveau territoire d'expérience pour les marques de luxe, et ça pourrait être également le cas pour le vin.
Alors, est-ce que vous envisagez ou est-ce que vous avez déjà créé un univers, métaverse où, bah, les détenteurs de vos jumeaux numériques, donc je dis pas le mot NFT, peuvent avoir des expériences un petit peu différentes? Alors la réponse est oui, on a évidemment, quelque chose qui est, dans les clous, mais en fait, on y va step by step. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos objectifs principaux, en un, c'est, d'aller, chercher du sourcing, donc des châteaux et des consommateurs et l'un ne va pas sans l'autre. Si on n'a pas le sourcing, on n'a pas les consommateurs. Si on n'a pas les consommateurs, on n'a pas le sourcing. Continuer et finir de développer, les fonctionnalités de notre marketplace. Ensuite, continuer sur cette lancée de moderniser tout en rendant l'expérience utilisateur plus simple. Et en effet, notre troisième objectif, ça va être la réalité augmentée. Et en fait, si tu regardes sur notre site web, donc interstellar.io, tu peux voir qu'en fait que tous nos assets sont des assets, ce qu'on appelle intégrés dans le web, c'est de la 3 dimensions. Donc quand tu achètes une bouteille physique, tu as le jumeau numérique de la bouteille, mais le jumeau numérique, c'est pas un JPEG, c'est pas une vidéo non plus, c'est pas un MP4, c'est un asset. Alors, il y a plein de formats différents. Nous, on utilise par exemple le GLB. Et en fait, c'est l'asset réellement en 3 dimensions. En fait, on est en train de préparer notre futur métaverse et tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui va dans ce sens. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, les métaverses, pour l'instant, alors, il y en a sur lesquels il y a du monde, mais le but, d'abord, c'est de créer des communautés et de créer des interactions. Nous, c'est ce qu'on a fait déjà, d'ailleurs dès le départ à l'époque avec notre club. On s'était dit, bon, avant de créer la marketplace, on va créer une communauté. Maintenant qu'on a la marketplace, on continue de développer la communauté pour ensuite lui proposer, parce que si un métaverse sans personne dedans et sans aucun produit, ça n'a pas d'intérêt. Mais en effet, tout ça est évidemment pensé en amont. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on va être metaverse friendly et que tous nos assets sont designés en 3 dimensions. Le but après, c'est en fait de toucher les bouteilles dans sa propre cave, pouvoir avoir une cave à son image, etc. Bah, en fait, quand je voyais, que vous aviez ce projet de métavers, je me disais, avec justement de la réalité virtuelle, pouvoir aller dans les caves, pouvoir peut-être parler avec des producteurs, les vignerons, en réalité, augmentée, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, je trouve, dans votre univers par rapport à une e-boutique virtuelle, métaverse. Je trouve que là, on peut vraiment plonger dans les caves, dans les profondeurs, des vignobles et ça a vraiment un impact, un intérêt qui peut être intéressant. Bah, j'invite les gens à suivre nos avancées, mais en effet, on va intégrer toutes les notions d'intelligence artificielle, de métaverse, d'expérience utilisateur dans notre solution. Donc voilà, vous pouvez regarder ce qu'on fait sur nos différents réseaux sociaux, sur notre site, mais ça arrive évidemment, évidemment que ça arrive. Moi, je suis tout oui. Avant-dernière question, est-ce que tu peux nous parler des défis, des opportunités peut-être, de vos projets, sur le vin, le Web3, l'écosystème? Eh ben, en fait, le défi principal, nous, c'est finalement aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle des proof of concept. Donc, notamment, je parlais, l'article Ravière, c'était 150 Magnum. Le Château Smith Solafite, c'était pareil, des éditions assez limitées. Aujourd'hui, par exemple, avec le Laurent David et les Châteaux Edmus, on rentre dans une dimension qui est plus large et on sent qu'il y a des prises de conscience. Donc, nous, notre but, notre vision, c'est finalement d'aller chercher tous les vignerons. Aujourd'hui, notre système se prête très bien aux vins qui sont très haut de gamme. Après, on va essayer de réduire en fait dans les gammes, mais toujours en ayant des vins de garde, parce que le fil conducteur, c'est ça, c'est des vins en fait qui vont pouvoir se garder afin d'être échangés ou vieillis pour être consommés. Donc notre but, c'est ça, c'est d'aller élargir le sourcing et d'aller chercher toujours plus de vignerons en France, évidemment, et à l'étranger. Notre prochaine vente, par exemple, ce sera un grand cru étranger, donc on communiquera très prochainement dessus. Mais ça, c'est l'un de nos objectifs principaux. Idem pour la clientèle. C'est pour ça en fait qu'on a levé des fonds. Donc on n'a pas encore communiqué sur notre levée de fonds. Elle est terminée aujourd'hui. Une levée de fonds en pré-amorçage, donc en pré-seed, avec des business angels de la tech et du vin. On a des vignobles qui ont investi. On a pas mal de grands CEO du Web3. Et ça va nous permettre justement d'aller chercher cette vision et notamment cet export pour les clients, parce qu'il y a beaucoup de clients qui se trouvent à l'étranger notamment. Et ensuite, voilà, l'idée, c'est d'aller continuer à œuvrer dans cette facilitation en fait de l'expérience utilisateur. Et c'est pour ça en fait que je m'amuse à dire que le jour où on parlera plus de NFT, ce sera gagné. Parce qu'en fait, la technologie derrière les plateformes, tout le monde s'en fout aujourd'hui. Personne ne parle de HTML pour Internet. Ça marche, ça fonctionne et les gens sont contents. Et c'est ça en fait vraiment notre but ultime, notre vision. C'est celle d'une plateforme. On parlera même plus de Web3, une plateforme qui permet en fait d'avoir des solutions avec derrière la blockchain, mais sans que ça se voit. Voilà. Exactement, c'est ce que tout le monde me dit. C'est en ligne avec tous mes invités.
C'est notre objectif à tous, en fait, parce qu'aujourd'hui, le Web3, ça reste une niche. Alors, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais attention aussi, beaucoup d'arnaques et de scams, donc il faut faire toujours très attention. Dans un nouvel univers, dans un nouveau paradigme, ça rassemble les bons esprits et les mauvais. Et aujourd'hui, c'est une niche parce que, on reste cantonné, au gaming, aux cartes à jouer, et cetera. Et c'est pour ça que des projets comme les nôtres, mais comme d'autres marques également dans d'autres secteurs d'activité, qui vont œuvrer en ce sens, bah, c'est extrêmement important de les mettre en avant parce que sans ça, bah, en fait, il y aura pas d'adoption de masse et l'adoption de masse, c'est ce qu'on recherche tous. Exactement. Louis, est-ce que tu as un mot de la fin, s'il te plaît? Alors un mot de la fin, bah, je dirais, oui évidemment, suivez-nous sur nos réseaux. Il y a encore la vente de Edmus, qui est en cours. Alors quand le podcast sera diffusé, j'espère qu'il en restera encore un petit peu pour vous. En tout cas, voilà, moi je suis, très heureux, d'avoir participé à ce podcast. Donc je te remercie, de m'avoir, accueilli et voilà, je serai toujours, disponible. Donc vous pouvez même me contacter directement sur LinkedIn si vous avez des questions ou même si vous voulez collaborer. Si vous êtes un vigneron, si vous êtes, une communauté Web3. Voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà, et le vin est à consommer avec modération. Ça, c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, les jeunes notamment, qui sont d'ailleurs l'une de nos cibles principales, ont tendance à consommer, ont eu tendance parfois à consommer en quantité et pas en qualité. Et ça, c'est vraiment important pour nous. En fait, prêcher la bonne parole, des bons vins et du bon côté de l'alcool, parce que l'alcool peut aussi avoir des travers. Donc il faut toujours, être modéré et dans ces cas-là, en fait, l'alcool et le vin notamment est extrêmement, bénéfique tant qu'il est consommé avec modération. Bah, un grand merci, Louis, un grand merci pour ton temps, pour toutes ces réponses et pour ce podcast. Bah, c'est parfait. Merci Sabine, bah, à très bientôt et voilà, je dis au revoir à tout le monde également. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux. Ouais, merci.